on a parlé d'observatoires, on a parlé de données qui permettaient de guider l'action, etc. Une démarche est menée actuellement. Je vous remercie, on va en parler avec lui, d'accueillir Michel Bernard, qui est membre du GT BIM, le groupe de travail BIM, chez Sinov, c'est ça, et qui est aussi, vous participez, vous représentez ce groupe-là au sein de l'EFCA. Alors l'EFCA, c'est quoi? Fédération européenne des ingénieurs conseils, on va dire. D'accord. Avant de lancer, vous souhaitiez nous proposer 2 petites questions, c'est ça? C'est cela. Ok, bon, on repart sur Klaxoon rapidement. Hop. Ça, je mets un terme. Et alors, on va parler de sondage sur la transition numérique. La question qui vous est proposée, c'est en matière de transition numérique. Vous, c'est bon? Elle s'est déclenchée, la question? Elle est lancée? En matière de transition numérique, pensez-vous que votre société, globalement le secteur de la construction, sont plutôt très en avance, plutôt en retard ou très en retard? C'est ça, c'était ça, les items. Ils n'apparaissent pas à l'écran, mais... Non. Mais sur les écrans portables, c'est l'essentiel, ils apparaissent. On pourra faire le bilan après. Il reste encore, allez, les 3/4 de la salle. On compte sur vous. Encore un peu d'énergie. Et ça vous apporte en plus des repères intéressants ensuite. Allez, on a bientôt dépassé les 50%. Moi, je n'arrête pas avant qu'on ait atteint les 3/4. Alors, allez-y. Les derniers, là, les derniers combattants là, du mobile, allez-y, allez-y. Oh là là, c'est bien, ça commence là. Allez, c'est bon? Bon. C'est votre dernier mot? J'arrête. Et puis, on va... Hop. Question suivante. Parce que c'est pas tout. Il faut plus attendre. Alors, déjà, premier bilan sur cette question. 60% estiment que la société ou le secteur... Alors, peut-être que si on séparait les deux, on aurait des résultats spécifiques, mais globalement, on a 60% des acteurs qui se sentent plutôt en avance, et uniquement 3 qui se disent très en retard. On va pouvoir comparer peut-être ça avec d'autres tendances. Question suivante. Alors là, c'est une question, il y a 2 réponses possibles. Pour vous, votre société, et pour le secteur de la construction, vous pensez que le digital, c'est plutôt quoi? C'est plutôt une opportunité incontournable? On y croit, on y va, on y est déjà, et c'est positif. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous estimez plutôt, ou vous vivez ça comme un risque important, une contrainte, quelque chose qui menace le secteur, la santé de mon entreprise, sa viabilité, ou voilà. Est-ce que je risque de décrocher son avenir? Voilà. On disait tout à l'heure, si je ne fais pas le BIM, est-ce que je risque de passer complètement à côté du marché demain? La question se pose pour le digital, le numérique en général. Et on va avoir le même... Alors, vous savez ce qui se passe? Vous êtes autant à participer, je pense. C'est moi, je suis mauvaise langue, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont quitté la salle et qui ne peuvent plus participer, évidemment. Voilà. Je mets un temps à câbler, moi. Je ne suis pas... Voilà, je caricature un peu, mais bon, voilà. Ah, c'est une opportunité. Alors là, on a une vague là, voilà, porteuse, un vent porteur, disons. Voilà. 60%, je suis plutôt bon, ça va. Et puis, bon, voilà, écrasante majorité nous dit, ouais, c'est incontournable, c'est positif, on y va. Alors, Michel Bernard, on va comparer ça maintenant avec... les résultats de quelque chose. Effectivement, c'est intéressant d'avoir cette perception de la salle par rapport aux enjeux du numérique, qui me considère donc non pas comme un risque, mais une opportunité. Et l'étude que l'on a lancée donc, depuis le début de l'année avec Sinov, et donc le soutien, je le rappelle, de l'OPCO Atlas, consistait à voir, enfin en tout cas anticiper les évolutions possibles avec une espèce de question préalable, c'est un peu qui a peur du grand méchant GAFA qui pourrait débouler dans la construction. Est-ce que la construction peut, enfin la construction et surtout l'ingénierie, le domaine qui nous intéresse aujourd'hui
et que l'on a visé dans l'étude, c'est l'ingénierie et donc les sociétés de conseil en ingénierie. Est-ce que nous pouvons être disruptés? Est-ce qu'on peut voir arriver des acteurs extérieurs qui profitent d'une faille du système, d'une attente du secteur? Ça a été évoqué tout à l'heure en plus. Ça a été évoqué, donc ça a été évoqué effectivement par Gilles Charbonnel, entre autres. Donc qu'est-ce qui peut arriver si demain il y a un grand méchant loup qui débarque dans notre secteur? Donc on a missionné un cabinet d'études qui s'appelle Atawao, qui a déjà fait des études intéressantes, notamment sur l'intelligence artificielle. Donc pour faire une étude en 3 volets. Donc déjà voir quelle était l'évolution des métiers de l'ingénierie en général, donc des états, et aussi des comparaisons avec les secteurs plus matures, donc, ou déjà disruptés d'ailleurs. L'impact sur les activités de métier et des recommandations d'action avec des scénarios. Donc ce travail va être, il est pratiquement terminé, mais il y a encore pas mal de relectures à faire, d'aller-retour, et sera terminé pour la fin de l'année, et bien entendu diffusé sur les plateformes de Sinov et de concepteurs d'avenir, du FAFIEC, enfin, excusez-moi, Atlas maintenant. Il sera donc disponible d'ici la fin de l'année, à partir du 15 décembre, théoriquement. D'accord. Bon. Si on peut passer là. Le message sera diffusé. Ouais. C'est à moi de... Ah oui, pardon, c'est à moi de faire. Comme vous donc, les chiffres clés concernant le secteur qu'on a demandé donc à l'entreprise de collecter, ça nous fait apparaître un secteur qui est en croissance au niveau de la construction des entreprises. Bon, je ne vais pas détailler tous les chiffres. Malgré tout, dans l'ingénierie, des TPE, donc c'est principalement un tissu de petites entreprises qui opèrent dans ce milieu-là, un grand mal, des difficultés à recruter. Donc on entendait les commentaires d'ailleurs sur les recrutements. Il faut à la fois, d'abord une compétence métier. On a besoin de faire des projets, on a besoin de gens qui connaissent le métier, mais on a aussi besoin de compétences numériques. Alors on va utiliser d'ailleurs le terme numérique et digital un petit peu à l'égal dans ce document, enfin dans cette présentation. Donc ça, c'est une chose qu'on sait déjà. Des petites entreprises, un secteur qui se concentre, enfin qui entame une concentration, mais c'est quand même assez récent et pas complètement évident. C'est-à-dire concentration des acteurs qui se regroupent, D'accord. Se regroupent parce que voilà, pour peser plus et puis pour avoir des moyens justement pour investir, parce qu'il faut investir dans ces technologies. Une absence de gain de productivité, ça par contre, c'est relevé effectivement de manière assez dure, avec un différentiel important, et en plus la France qui ne se situe pas très bien, même en Europe, puisqu'on est juste derrière l'Italie de ce point de vue-là, donc c'est pas extrêmement séduisant. Alors, je prends sur mon écran aussi, parce que j'ai une vue un petit peu limitée. La construction, par ailleurs, donc l'étude relève que, en utilisant des sources diverses, puis il y a eu un énorme travail de compilation, c'est un secteur qui est très en retard dans le digital. Et ça, c'est un mauvais signe parce que... Mais qui se croit très en avance. Non, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, ici, non, le public qui est là est logiquement un échantillon. Il y a un décalage quand même entre la perception qu'on peut avoir et la réalité. Mais on parle bien de construction au sens large, c'est-à-dire sur le chantier, toutes les opérations qui permettent de construire un bâtiment ne sont pas aujourd'hui parmi les plus développés en termes, en tout cas, de transition numérique. On voit que dans les secteurs qui donc sont juste au-dessus, la santé et le tourisme sont précisément deux secteurs qui ont connu de grosses difficultés, des disruptions, et notamment, donc, si on prend ce transparent, on voit, tout le monde le sait aujourd'hui, mais il faut le rappeler, que le secteur du commerce, pourtant secteur extrêmement performant par ailleurs sur la distribution, par exemple, a raté la transformation digitale. Le tourisme s'est fait bousculer, disrupter par Booking et j'en passe. Et même dans le secteur de la santé, qui est très réglementé, parce que ça c'est aussi un des éléments qu'on avait en tête dans cette étude. Certes, nous sommes sur des secteurs où il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de normes, ça a été rappelé par les intervenants. Donc, il y en a tellement que finalement, qui va venir bousculer cet écosystème? Attention, dans le domaine de la santé, un acteur comme Doctolib est arrivé juste pour une prise en charge d'un besoin très simple, c'est-à-dire prendre un rendez-vous, et puis est en train de développer une toute autre approche, et donc des services, et ainsi de suite. Alors, est-ce que ça peut arriver dans la construction et dans l'ingénierie? C'est une question. On ne dit pas que ça peut arriver, il faut quand même se poser la question.
et effectivement aller apprendre des secteurs voisins. Et notamment quand on regarde ce que font les fameux grands méchants loups, les GAFA. Alors, Catera n'est pas encore un GAFA, mais c'est une société qui a une croissance très très forte dans le domaine de la construction modulaire, enfin, préfabrication, construction sur hors site et installation ensuite. C'est un peu le SpaceX de la construction. SpaceX, qui construit des fusées à bas coût. Facile comme jeu de mots, mais bref. Donc, comme par hasard, Catera est fondé par un ancien de Tesla. Donc, ça a dit des choses sur la façon dont ces gens-là, et il faut aller sur leur site pour découvrir un petit peu leur moto, leur vision. Ça dit beaucoup de choses sur la façon dont ces entreprises, américaines évidemment, évidemment pourquoi ? Parce qu'il y a une approche du bâtiment, le bâtiment est au moins vu de manière moins noble probablement dans ce pays que dans les nôtres, enfin en tout cas dans la vieille Europe. Bon, je passe à Google Sidewalk qui attaque le marché non seulement de l'immobilier, mais du déplacement, de la mobilité de manière vraiment systémique. Ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs à Toronto avec ce projet, mais c'est en train de redémarrer. Il y a eu de grosses discussions. J'en profite d'ailleurs pour dire que de la même manière, on voit que des disrupteurs comme Uber ne sont pas si bons que ça, finalement, puisqu'on vient de voir que Londres les a mis dehors, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur digital, leur numérique. Ils ont eu des problèmes de failles dans leur dispositif qui ont permis à des chauffeurs mal intentionnés de venir s'approprier des cartes de chauffeurs authentifiées par la plateforme, changer la photo et se présenter devant des clients. Il y a eu 14 000 clients qui ont été trimballés comme ça à Londres dans des taxis qui n'avaient ni assurance et même pas de permis de construire en ce qui concerne le chauffeur. Donc, des éléments qui montrent qu'il y a des mouvements forts, donc il y a des tendances extrêmement importantes. Et donc, quelles sont-elles ? Donc, on va revenir à nos moutons. Développement de l'ingénierie collaborative, donc ça c'est une évidence, on en a parlé dans cette salle, on voit bien que c'est engagé, c'est nécessaire, c'est la seule façon de faire avancer le monde, disons, de l'ingénierie, de la construction et donc de tous ces acteurs. Donc ça c'est évident. L'industrialisation croissante des procédés de construction, là donc j'ai parlé de Catera, c'est l'ensemblier, mais il y a aussi des sous-ensembliers relativement forts et même puissants, des Saint-Gobain et des gens comme ça qui travaillent beaucoup sur l'industrialisation de composants avec en plus une idée de service par derrière. Alors troisième point, il n'y a pas encore de réglementation, on le sait, on l'a entendu plusieurs fois, mais il y a des incitations, il y a un mouvement, donc on y va doucement parce que c'est notre culture peut-être, mais on y va sûrement. Et dernier facteur important aussi, enfin un des facteurs qui ressortent, c'est qu'on a besoin dans le bâtiment d'une réduction de l'empreinte écologique, et ça, pour y passer, parce que c'est un secteur fortement polluant, il va falloir s'appuyer sur des compétences digitales, du numérique, enfin l'utiliser. C'est pas ça qui va changer effectivement les déchets sur un chantier, mais en tout cas la façon de les traiter, de les anticiper. Et le BIM est d'ailleurs là pour ça, y compris jusqu'à la phase de déconstruction et de démantèlement. Alors, je dois appuyer sur mon petit. Quelques constats maintenant pour revenir à la numérisation du secteur, digitalisation. Donc, dans cette salle, vous êtes effectivement les exceptions qui vont confirmer une règle qui est que, en général, on voit peu de stratégies. Alors, sur quoi ça s'appuie ? C'est sur des entretiens. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous l'avez lu. On a procédé le cabinet d'études a procédé par entretien, par collecte d'informations. Il n'y a pas eu une enquête tous azimuts, mais vraiment ciblée sur une trentaine d'entreprises. Alors plutôt dans notre construction à nous, c'est-à-dire des petites entreprises, et puis également des grosses. On est allé jusqu'à interviewer des anciens de Google pour voir ce qu'ils pensaient de leur maison mère. Donc c'est une transformation qui démarre. Il y a malgré tout une forte résistance générationnelle ou corporatiste, parfois. Un enjeu de maîtrise des données qui n'est pas encore bien appréhendé. Et quand on parle maîtrise des données, c'est vraiment la vue générale. Comment je maîtrise mes informations. Ce n'est pas uniquement, encore une fois, le sujet BIM là, que nous avons pris en compte, mais c'est vraiment l'ensemble des données que je gère dans un projet. Si je suis maître d'œuvre, maître d'ouvrage, installateur et ainsi de suite. Il y a de la donnée, on la voit passer, mais on ne comprend pas forcément les gains qu'elle pourrait apporter. Alors, bien sûr, ça, c'est de la projection.
C'est pas aujourd'hui, tiens, j'ai une donnée qui passe, c'est chouette, je vais pouvoir en faire quelque chose. Il faut y penser, il faut l'anticiper. Bon, plusieurs domaines numériques, pardon. Premier, un grand avenir, donc la métrologie connectée, l'IoT, Internet des objets, et puis construction industrielle, on l'a déjà évoqué. Alors, je voulais revenir pour ce que j'ai déjà juste effleuré avant, c'est qu'on considère dans cette étude la transformation digitale dans son ensemble, pas uniquement la partie BIM. Alors, ces deux choses non pas différentes. Disons, le BIM est inclus dans le digital, mais ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas parce que je fais du BIM que je fais du digital, que j'ai tout compris, que j'ai tout géré, que j'ai pensé aux problèmes de sécurité de mon installation, de mes ordinateurs, de mes logiciels, que j'ai tout anticipé, et surtout que j'ai vu quelles étaient les opportunités. Donc les opportunités, elles sont où? Elles sont dans les nouvelles données, les objets connectés. Alors, on aura des recommandations à la fin, bien entendu. Toutes les entreprises que vous connaissez, que vous représentez ou avec qui vous travaillez ne vont pas pouvoir les prendre toutes, mais au moins avoir des idées sur ce qui va se passer et surtout, encore une fois, les opportunités qui peuvent se présenter. Donc sur les objets connectés, sur l'open data, je voudrais faire passer un message, puisqu'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle, c'est que, enfin, en général, les collectivités le font. Alors, ils sont obligés de le faire et ils le font beaucoup pour les données, donc mettre en open data leurs données, mais sur les données de bâtiments, sur les données qui peuvent servir ensuite à faire des études, on ne voit encore aujourd'hui, à ma connaissance, pas de modèle BIM disponible en open data sur les sites des collectivités. Pourtant, certaines en ont déjà. Ça devrait être publié. C'est juste une remarque. Le big data, l'intelligence artificielle, enfin tout ça sont de nouvelles façons de traiter la donnée et de l'appréhender. Ensuite, des nouvelles organisations. Donc, on a parlé de collaboration, on a parlé d'interopérabilité. J'ai beaucoup apprécié la remarque de Monsieur Di Giacomo d'Autodesk. En fait, on n'en est pas du tout à l'interopérabilité. Ah, je parle trop vite, trop fort? Non, ça va. Non, c'est le micro. En fait, on en est aux échanges. Donc, IFC, format d'échange, structuré, très important, très intéressant. Mais quand on va vouloir faire du BIM de niveau 3, parce que là, on en est à peine au niveau 2, on est encore très loin. Quand on va du niveau 3, c'est-à-dire vraiment collaborer sur une maquette unique, ça ne va pas se faire en téléchargeant des IFC, ni même des formats Revit. Il va falloir de l'interopérabilité logicielle, que je puisse aller dans le cœur du logiciel XY de tel et tel éditeur, chercher les données dont j'ai besoin pour faire mon analyse, les renvoyer. Bon, tout ça, ça va prendre du temps. C'est nécessaire de le faire. Il est nécessaire de le faire avec les éditeurs, bien entendu. Mais on peut le faire aussi avec de nouvelles organisations, avec des construtech. Donc, rentrer dans des écosystèmes de conception. Vous avez un savoir-faire. Vous êtes dans un bureau d'études très compétent, on a entendu, en thermique, en ce qu'on veut. J'apporte, alors ça a déjà été fait pour PBS Lama par exemple, mais j'ai une nouvelle idée de système, de produit, d'application, etc., de services en ligne. Je rejoins ce qui est en train de pointer un peu partout, des construtech, donc des écosystèmes alors, start-up, c'est un vilain mot, d'entreprises qui font du développement, qui font de la conception, qui font des études, qui font tout un tas de choses. Et tout ça, ça peut fermenter ensemble. Alors, il y a Constructech, il y a Real Estate, il y a Immotech, enfin, bon, vous mettez du tech après tout ce que vous voulez. Mais dans ce monde-là, effectivement, ça fermente beaucoup. Et dans le rapport d'études, vous verrez beaucoup de références à des constitutions de ce type d'écosystème. Donc, pensez à des nouveaux services, de nouveaux usages, et ainsi de suite. Alors, je vais terminer en une minute, absolument, puisque je suis arrivé à la fin, ça tombe bien. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce document? On va avoir des scénarios, en gros un pessimiste, enfin on va commencer par le très optimiste, mais on mettra un pessimiste, et puis celui qui sera entre les deux, probable, qui vont décrire un petit peu tout ce qui peut se passer, et surtout quelles sont les variables qu'on prend en compte pour établir ces scénarios. Est-ce que l'ingénierie va se faire bouffer? Est-ce qu'elle va au contraire se muscler et devenir, passer à une autre phase grâce au numérique? Bon, voilà, ça n'est pas encore rédigé totalement. Et puis des recommandations sur comment, alors sur une espèce de tableau comme ça avec 6 blocs, mais il y aura des sous-ensembles, comment je peux transformer mon modèle économique, migrer mes codes de calcul, mon savoir-faire, ce que je dis Alain. Alors sur le cloud, là aussi c'est un grand méchant mot, mais voilà, quelque part où ça puisse être un web service, un feature service, ce que vous voulez. Est-ce que je peux créer ou utiliser une plateforme BIM open source? Alors BIM, plateforme BIM open source, c'est vraiment quelque chose.
qui a en tête cette interopérabilité. Ça peut être chez un éditeur, ça peut être dans open source complet, mais en tout cas, c'est un projet vers lequel on peut essayer d'aller. Développer ses compétences numériques, ça a été évoqué. Et donc, par exemple, commencer par faire un diagnostic rapide. De ce que je comprends tout à l'heure, on faisait à travers la salle une question. Que veut dire tel format de fichier pour échanger du LIDAR, tel format de fichier IFC, tout le monde ne connaissait pas. Donc là, un diagnostic, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'entends. Quand on dit cloud, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai pas peur? Donc là-dessus, on travaille effectivement au niveau de la Fédération Sinov à élaborer un outil d'autodiagnostic, en tout cas de le faire élaborer peut-être et de le proposer, de façon à ce que les entreprises puissent déjà se faire un premier diagnostic, mettre le thermomètre et voir où éventuellement ça peut faire mal ou pas. Et ensuite, plus compliqué, de nouveaux modèles économiques, il faut y penser. Une filière de construction modulaire, donc j'en ai déjà parlé. Développer une activité de tiers de confiance numérique, c'est-à-dire je suis suffisamment bien ancré dans mon marché, compétent en numérique, etc. Et je vois qu'il y a des difficultés, il y a des manques, etc. Je me constitue, moi, en plateforme tiers de confiance pour héberger pourquoi pas du code de calcul, pour héberger des méthodologies, pour héberger des outils. Et je regroupe, en fait, je fédère des collègues, des entreprises, ainsi de suite. Et puis, Constructech, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc, je rappelle que cette étude sera disponible à la fin de l'année. La date est un petit peu imprécise. Il y aura une restitution qui sera faite en janvier de l'année prochaine, en tout cas dans ces eaux-là, dans ces dates-là. À Paris? Oui, très certainement. En tout cas, au démarrage, quoi. Voilà, mais de toute façon, tous les documents, comme il se doit lorsque les OPCO font faire des études, seront disponibles sur le site, soit Concepteur d'Avenir, Atlas, FAFIEC, etc. Merci beaucoup. Michel Bernard, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, à venir, les résultats en janvier partagés complets de cette étude. Moi, j'ai une question. Vous pensez que demain, on pourra avoir des robots, des algorithmes BIM Manager? Déjà, des robots pour faire pour élaborer des chartes, des modèles, la méthodologie, ça reste une affaire d'hommes. Mais les savoirs. Mais j'ai entendu tout à l'heure, il faut d'abord avoir une charte, parce que oui, comme autant des DWG, ça ne suffit pas de dire je veux un DWG ou un DXF. Ou d'ailleurs, comment vous le structurez? Oui, des robots qui partent d'une programmation, et d'un contexte. Et puis qui apporte la partie conseil pendant... Et ça, c'est vraiment migrer un code de calcul, c'est à peu près ça, quoi. C'est pas du code de calcul, mais c'est un utilitaire, un service, pourquoi pas. Alors ça peut enlever du travail à certains, mais ça peut en donner à d'autres. Merci beaucoup Michel Bernard pour cette présentation. On peut le remercier, oui. Je vais poser la même question à Julien Mercier, que je vais appeler pour la conclusion. Merci de l'accueillir. Donc Julien Mercier, qui est vice-président de la Fédération Sinov en charge de l'innovation et de la prospective. Julien, vous êtes également pilote du groupe de travail BIM qu'on a évoqué tout à l'heure et président de Sinov Auvergne, c'est bien ça? Oui. Ok. Alors, je commence comme ça. Je sais que c'est des sujets qui vous intéressent beaucoup. Demain, un BIM manager, un robot BIM manager, c'est envisageable ou pas? Je dirais oui et non, ça dépendra de nous, parce que justement, c'est par rapport à la conclusion que je vais faire très brève, parce qu'il y a la troisième mi-temps derrière, on est des pays de rugby. Je dirais que le BIM manager pourra devenir un robot si quelque part on n'a pas mis l'humain dans tout ça, et on a parlé beaucoup de logiciels, d'interopérabilité, etc. Et effectivement, je reste convaincu que si on arrive à travailler intelligemment entre nous et à mettre de l'humain dans notre travail, je ne suis pas convaincu qu'à terme, les robots puissent nous remplacer aussi facilement. D'accord. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Alors, réaction après cette journée, j'ai envie de dire, cette année, première année de Rex BIM Tour, bilan formel et puis ressenti peut-être? Le bilan, globalement, il est très bon. Alors après, on n'avait pas des ambitions extraordinaires, mais c'est le 5e Rex BIM Tour, donc on a fait celui de Nancy, Lyon, Aix, Toulouse et maintenant Clermont. Il est bon parce que globalement, on a toujours eu pas mal de monde. Donc on est toujours entre 100 et 120 personnes. Donc aujourd'hui, c'est un bon cru, on va dire. Et je suis très heureux de voir pas mal de copains en plus. Donc ça reste positif. Le gros côté positif surtout, c'est que l'idée du Rex BIM Tour, rapidement, ça a été créé en décembre 2018. C'était l'ancien président fédéral, Dominique Sutra, qui m'avait demandé de créer quelque chose en région au travers du BIM. Et pourquoi? Parce qu'au fait, le BIM se traite beaucoup au niveau national et au niveau parisien.
Et l'idée, c'était de savoir en région, qu'est-ce qui se passe concrètement, quels sont les projets, etc. Et de pouvoir échanger aussi avec les acteurs locaux. Donc l'idée partait de là. Et on avait dans l'esprit d'ouvrir ça à tout le monde, les écoles, les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les exploitants, etc. Et ça, là-dessus, c'est une vraie réussite parce que j'ai pu voir effectivement les personnes qui étaient présentes aujourd'hui et sur les précédents REX. On a vraiment un melting pot de tous les acteurs de la construction et c'est pas que les ingénieristes et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et les futurs talents qui sont Et invités à chaque pardon, fois, je les ai pas, j'ai pas dit, les étudiants très très importants parce que on avait fait une étude au sein de la fédération. L'avenir leur appartient entre guillemets. Ah ouais, exactement. Et je pense que c'est à nous aussi de leur donner envie de venir dans les métiers de la construction parce que on va pas se voiler la face. Le métier de la construction a du mal à recruter et globalement a pas une très très bonne image. Et on avait travaillé avec ex-Fafiec, maintenant Atlas, justement pour donner envie aux jeunes de venir dans nos métiers. Et c'est très très important parce que quand on parle de disruption et l'étude qu'a fait Michel tout à l'heure, ce qui va conduire à notre avenir, l'un des scénarios, c'est de savoir aussi quelles sont les ressources qu'on aura, quelles sont les compétences qu'on va être en mesure d'attirer demain. Et si on n'est pas capable d'avoir des jeunes techniciens, ingénieurs dans nos entreprises, eh ben la messe est dite, je dirais. D'accord. Alors le RexBeam Tour, une fois qu'il est fini, une étape comme ça, c'est pas une fin en soi. Cette démarche, elle alimente une démarche plus globale et stratégique, j'ai envie de dire. À la fin de l'année, là, vous allez tirer un bilan de ces 5 premières étapes. Donc, on va avoir un document qui va être un livre blanc, en fait, qui va reprendre tous les REX qui ont été présentés, avec tous les retours d'expérience point par point, des côtés positifs et négatifs. C'est pour ça qu'on tient absolument à ce qui est un document qui synthétise en fait les actions. En parallèle de ça, je vous invite aussi à aller sur le site du rexbeamtour.fr où on retrouve toutes les vidéos des REX, des précédents et des futurs, puisqu'on a nos dates sont bookées jusqu'en 2021. C'est bon, il y a un prompteur, donc c'est génial. Donc Nancy, tac. Donc la prochaine, c'est sur l'île de la Réunion, le 5 mars. Je vous invite. Après Rouen. Je vous invite, il a dit, je suis témoin. Devant 50 témoins, c'est dangereux de dire ça. Je vous invite à venir. Rouen, Bordeaux, Paris, Béziers et Nantes. Donc on fait toute la France et les dom-toms. D'accord. Et d'autres dates suivront en 2021, un peu plus au nord, c'est ça J'en sais rien, mais oui, c'est calé. Je ne connais pas tout par cœur. En tout cas, voilà. L'idée, c'est de couvrir tout le territoire et à chaque fois d'alimenter cette notion de diagnostic bilan qualitatif et quantitatif également. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau du bilan de la première année, globalement, puisque j'étais présent à tous les REX, on retrouve tout le temps la même problématique. La première, c'est les sujets de niveau de maturité des acteurs qui sont assez différents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets où les gens vont dire globalement, ça s'est pas trop mal passé, mais l'architecte va dire moi, j'avais su faire mes maquettes, etc. Et dès qu'il s'agissait d'échanger, de collaborer, il y avait un autre acteur qui avait plus de difficultés parce qu'il était moins mature, etc. Et ça freinait le processus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'interopérabilité. Alors, je ne veux pas non plus aller dans le sens des éditeurs, mais globalement, l'interopérabilité, ça a été dit, pour moi, c'est plus vraiment un sujet, parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut, je dirais, pour faire les exports, les imports, etc. Il y a une problématique, ce qui est la troisième, c'est la formation. Et je dirais qu'aujourd'hui, le vrai problème, pour moi, c'est aussi l'interopérabilité des hommes et des femmes. Je veux dire, c'est que les personnes avaient l'habitude de travailler chacun dans leur domaine d'activité, faire des échanges par mail, etc. Aujourd'hui, on leur demande de travailler ensemble, d'avoir une vraie chaîne d'union. Et comme ça a été dit sur le projet de l'université, quand on utilise un logiciel comme Habila, il faut l'anticiper très en amont pour pouvoir alimenter les données. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que les gens de la construction, et ça c'est le rôle des fédérations pour moi, mais pas que Sinov d'ailleurs, la fédération du bâtiment, j'ai discuté avec eux tout à l'heure, la CAPEB, l'ordre des architectes, effectivement pour que les gens travaillent ensemble et je pense que c'est ça qui va faciliter grandement la coopération, la coordination sur les projets. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Julien, merci à vous tous.